Ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Evarki, je suis actuellement en 4e semestre d'anesthésie à l'hôpital Antoine Béclair. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et sa prise en charge en périopératoire. Je remercie Jean-David Valbrin pour son encadrement dans ce cadre de ce topo. On va commencer par la définition de ce syndrome. Le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, c'est l'association de symptômes cliniques, notamment la somnolence diurne, avec des troubles respiratoires du sommeil qui sont objectivés par la mesure de l'index apnée-hypopnée. Cette mesure est réalisée avec un examen diagnostique et la polysomnographie. C'est l'association de plusieurs mesures, notamment électroencéphalographique, du débit aérien nasal et la mesure des mouvements thoraco-abdominaux. La sévérité du syndrome d'apnée du sommeil est fonction de l'importance de l'index apnée-hypopnée. On considère qu'il est modéré lorsque cet index est supérieur à 15 et sévère lorsqu'il est supérieur à 30. L'index apnée-hypopnée est considéré comme non significatif lorsqu'il est inférieur à 15. Pour définir l'hypopnée et l'apnée obstructive, on considère que l'hypopnée, c'est une diminution du débit aérien de plus de 30%, mesurée pendant une période minimale de 10 secondes, associée à un épisode de désaturation profonde ou à un micro-éveil sur l'électroencéphalogramme. L'apnée obstructive, quant à elle, c'est un arrêt complet du débit aérien pendant 10 secondes et plus, associé à un maintien de l'effort ventilatoire. Cette apnée, cette hypopnée durant le sommeil survient en lien avec des modifications anatomiques au niveau des voies aériennes supérieures, et notamment le principal facteur de risque est l'obésité, avec la présence de graisse au niveau des espaces péripharyngés qui vont se collaber pendant le sommeil. L'épidémiologie de ce syndrome, ça représente entre 7 et 15% des patients âgés de 40 à 70 ans. Ça possède une morbidité cardiovasculaire qui lui est spécifique, et l'espérance de vie des patients atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil obstructif non appareillé, sévère, est réduite d'une durée estimée à 20 ans. La prévalence de ce syndrome, c'est 1 milliard de personnes concernées dans le monde, et en France, ça représente pour le SAOS modéré et plus 12 millions des 67 millions d'habitants en France. C'est le 8e pays dans les pays les plus concernés dans le monde pour le syndrome d'apnée du sommeil. En population générale, en dehors du contexte périopératoire, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est donc responsable de plus de complications cardiovasculaires. Ça a été mis en évidence dans ce Lancet de 2005, il y avait environ 1000 individus, suivis sur une période de 10 ans, ils étaient appareillés sur l'âge, le sexe et leur IMC. Il y avait 5 grands groupes, surtout des sujets soit sains, soit avec un SAOS léger à modéré, SAOS sévère, et enfin une dernière strate de patients avec un traitement qui est la ventilation par pression positive nocturne, et qui avait des SAOS sévères. On se rend compte sur les courbes à droite de la diapositive, au plus le SAOS était sévère en population générale, au plus la survenue d'événements cardiovasculaires fatals et majeurs était importante. Et qu'il y a un traitement qui fonctionne, c'est la ventilation par pression positive, ça permet de réduire ce risque, et ça ne permet pas de retourner à un risque de base. En périopératoire, c'est donc responsable de complications qui lui sont également spécifiques. Dans les premières 24 heures post-opératoires, c'est responsable d'une insuffisance respiratoire aiguë. Ça a été montré dans cette méta-analyse de 2012 où l'odd ratio était significatif pour la survenue dans ces premières 24 heures d'insuffisance respiratoire. Il y a donc ce premier risque, et le second risque est le risque de survenue périopératoire d'événements cardiovasculaires. Il est également majoré dans les patients atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil, et ce risque perdure jusqu'à une semaine post-opératoire. Dans cette méta-analyse, les patients les plus à risque étaient ceux atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré avec des comorbidités cardiovasculaires, un IMC élevé ou un âge avancé, et ceux qui avaient un SAOS sévère non appareillé. Pour comprendre les complications en périopératoire de ce syndrome, il faut retourner sur la physiologie même du sommeil. Le sommeil, c'est l'alternance de plusieurs cycles, 4 à 5 en fonction de la durée de la nuit, et chaque cycle est stratifié en plusieurs périodes. Il y a tout d'abord le sommeil lent léger, puis le sommeil lent profond, et enfin le sommeil paradoxal qui est intéressant. Le sommeil paradoxal est souvent dénommé sous le nom REM pour Rapid Eye Movement. Il y a 3 grandes caractéristiques de ce sommeil. Il y a une activité électroencéphalographique qui est importante, une hypotonie va se manifester au niveau des voies aériennes supérieures associée à une glossoptose, et il y aura une activation majorée du système nerveux sympathique pendant cette phase du sommeil. Le sommeil paradoxal a été montré comme étant une période qui est considérée comme la plus propice à la survenue de l'apnée et de l'hypopnée obstructive. L'apnée obstructive en tant que telle, c'est son retentissement sur les événements cardiovasculaires, c'est expliqué sur cet algorithme. C'est responsable dans le sommeil paradoxal d'une activation du système nerveux autonome qui induit une majoration de la sécrétion homogène des catécholamines, qui va induire une majoration de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Associée à ça, l'apnée induit une hypoxémie et des périodes d'hypercapnie, ce qui va induire une baisse de l'apport myocardique en oxygène. Et enfin, la composante obstructive de l'apnée va induire une baisse de la pression en intrathoracique, qui va être responsable d'une majoration de la pression transmurale au niveau des parois du ventricule gauche, et in fine une majoration de la consommation myocardique en oxygène. On aura donc une période avec des apports diminués, des consommations majorées sur le myocarde en oxygène,
Et donc ça risque d'ischémie coronarienne, de survenue d'arythmie cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. L'apnée obstructive, c'est donc bien en lien avec une majoration des événements cardiovasculaires. En péri- et post-opératoire, on a une déstructuration de l'architecture du sommeil après une intervention chirurgicale et une anesthésie générale. Ça a été mis en évidence pour la première fois dans ce papier publié dans Anesthésiologie en 1990. Quand on regarde les courbes sur la droite, il y a 3 électroencéphalogrammes réalisés, une première en préopératoire, un deuxième en post-opératoire, la première nuit post-opératoire, puis un dernier qui est réalisé à J3 post-op. En post-opératoire immédiat, on se rend compte que le sommeil paradoxal n'est pas atteint chez les patients atteints d'un SAOS. Et on se rend compte à J3 post-op qu'il y a un effet rebond, une majoration du sommeil paradoxal qui va être d'autant plus présent et d'autant plus long en durée. Ça a été également montré que ça pouvait persister jusqu'à 7 jours post-opératoire et que le sommeil est d'autant plus déstructuré que les chirurgies sont majeures. Est-ce que cette déstructuration de l'architecture du sommeil va se répercuter sur l'index apnée-hypopnée? C'est également ce qui est montré dans une étude en 2014 dans l'anesthésiologie. Sur la courbe de gauche, on voit à J1 post-opératoire que le sommeil paradoxal est presque inhibé complètement, puis va remonter pour avoir un pic à J5. Et l'index apnée-hypopnée va se dégrader de manière significative à partir de J3. C'est donc un véritable effet rebond. Une des choses qu'on remarque sur cette polysomnographie réalisée en post-opératoire, c'est qu'à J1 post-opératoire, l'index apnée-hypopnée reste similaire à celui en préopératoire. Et pourtant, les patients dans les premières 24 heures sont plus à risque de défaillance respiratoire. Comment on peut expliquer ces complications? Ça a été montré dans cette étude publiée dans le BMJ en 2021. Ça a évalué les facteurs de risque de survenue d'une dépression respiratoire induite par les opioïdes. Cette dépression est plutôt liée à un mécanisme d'apnée centrale. C'était donc une méta-analyse, 12 études, 850 000 malades, et le syndrome d'apnée du sommeil était un facteur de risque indépendant de survenue d'apnée centrale en lien avec la consommation d'opioïdes. 85% de ces insuffisances respiratoires aiguës survenaient dans les 24 premières heures post-opératoires. Une fois qu'on a compris les problématiques du syndrome d'apnée du sommeil, on va prendre un cas clinique pour essayer de restreindre le topo sur le SAOS. On va parler de M. X, il a 70 ans, il a un IMC qui est à 25, il a pour principal antécédent une hypertension artérielle traitée, et il est décrit comme étant ronfleur par sa femme. Vous le voyez en consultation d'anesthésie pour une prothèse de hanche par voie antérieure sur un patient qui a une coxarthrose. La première problématique qu'on a avec ce syndrome, c'est son sous-diagnostic. Ça a été mis en évidence dans ce BJA en 2013. C'était 708 patients vus en consultation chirurgicale puis d'anesthésie et qui étaient ensuite rapprochés par un attaché de recherche clinique. Si les patients souhaitaient être inclus dans une étude sur le syndrome d'apnée du sommeil, une polysomnographie était réalisée de manière systématique. On se rend compte sur le graphique de droite que le pourcentage de patients ayant un syndrome d'apnée du sommeil sévère non diagnostiqué par l'anesthésiste était d'environ 53%. Le risque de non-diagnostic est d'autant plus important que le syndrome d'apnée du sommeil est moins sévère. On a 65% de non-diagnostic pour la classe modérée. Et on se rend également compte dans cette étude que la population chirurgicale n'est pas non plus sensibilisée à cette problématique en périopératoire. 17% des patients au total de cette cohorte arrivaient au bloc opératoire avec un SAS sévère non appareillé. Est-ce que c'est grave d'arriver au bloc avec un SAS non appareillé, un SAS non diagnostiqué? C'est effectivement ce qui est mis en évidence dans cette étude de 2019 publiée dans le JAMA. C'était une cohorte prospective sur 5 centres aux États-Unis. Il y avait environ 1200 patients qui avaient une chirurgie majeure non cardiaque. Les critères d'inclusion dans cette étude, c'était un âge de plus de 45 ans et la présence d'au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Tous les patients avaient une polysomnographie la veille de l'intervention et les équipes prenant en charge les patients étaient en aveugle des résultats de cet index apnée-hypopnée. Sur les suivis réguliers dans les 30 jours post-opératoires, on s'est rendu compte qu'au plus les SAOS étaient sévères, au plus les comorbidités cardiovasculaires étaient importantes. Ça revenait de manière significative pour les strates modérées et sévères. La principale complication cardiovasculaire survenant chez ces patients, c'était l'infarctus du myocarde. Ça représentait 85% de ces complications. Donc, on a une problématique lorsque le SAOS n'est pas diagnostiqué. De nos jours, le principal score de dépistage utilisé, c'est le score Stop-Bang, paru pour la première fois en 2001 et décrit dans le journal Anesthésiologie, en 2008, pardon. C'est plusieurs critères, notamment la notion de ronflement sonore, de somnolence diurne, la notion de pause respiratoire pendant le sommeil, d'hypertension, qu'elle soit traitée ou non, et ensuite des facteurs un peu plus physiques, l'IMC à plus de 35, l'âge de plus de 50 ans, la circonférence du cou à plus de 40 cm et le sexe masculin. Initialement, les patients étaient considérés comme à haut risque de SAOS lorsqu'ils avaient un stop-bang supérieur ou égal à 3. Le principal avantage de ce score et de ce cutoff, c'est sa sensibilité, qui est parfaite pour détecter les patients avec un SAOS sévère, et presque parfaite, 93% pour les patients ayant un index apnée-hypopnée supérieur à 15.
Son problème, c'est sa spécificité qui est perfectible et un recours trop important à un examen diagnostique peu disponible qui est la polysomnographie. Trop d'examens diagnostiques réalisés avec des faux négatifs si ce cutoff reste à 3. Une seconde étude publiée un peu plus tard en 2012 dans le BJA met en évidence que plus le stop bang est élevé, plus le risque d'avoir un SAOS modéré à sévère est important. Et de nos jours, il est assez reconnu que la polysomnographie doit être réalisée en préopératoire si les patients ont un stop bang supérieur ou égal à 5. Ça, c'est pour limiter le recours à la polysomnographie, qui est un examen avec des ressources matérielles qui est peu disponible, avec un personnel pour évaluer les résultats de cet examen qui sont peu disponibles également. Les délais entre la consultation d'anesthésie et la chirurgie en général courts, et une machine ne permet que de réaliser un diagnostic par 24 heures. La première solution pour avoir un diagnostic, ce serait de mettre en place des protocoles de service, sensibiliser les équipes chirurgicales à cette pathologie en périopératoire, et recruter des praticiens dédiés. Une autre technique serait de limiter au maximum le recours à la polysomnographie, en gardant à la fois une bonne sensibilité, mais en augmentant la spécificité du dépistage. Pour ça, c'est une étude publiée dans Nature en 2024 qui évaluait l'apport de l'échographie des voies aériennes supérieures pour le dépistage des patients avec un SAOS. On mesurait le diamètre parasagittal antéro-postérieur, qui est en fait un diamètre entre la base de la langue et l'espace prévertébral. C'était une étude dynamique, les patients devaient faire le son ci, puis le son ça, et on comparait les patients SAOS diagnostiqués versus des patients comme étant considérés à faible risque de SAOS. Et on se rend compte de manière significative que les voies aériennes supérieures sont plus petites chez les patients atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça pourrait permettre de rajouter de la spécificité sans perdre en sensibilité pour l'étape pré-interventionnelle. La deuxième chose, une fois la consultation pré-anesthésie passée, ce serait est-il possible de réduire les complications post-opératoires des patients en fonction de nos stratégies, nos protocoles d'anesthésie. On a vu que l'insuffisance respiratoire aiguë, ça survenait essentiellement dans les 24 premières heures post-opératoires. Elle est en lien avec l'apnée centrale et cette apnée centrale est in fine induite par la consommation d'opioïdes. Est-ce que dans cette population de patients, l'épargne morphinique permet de réduire les complications respiratoires ? La première méthode dans une chirurgie prothétique de hanche pour faire de l'épargne morphinique, ça serait le recours à la rachianesthésie. Donc des études de cohortes rétrospectives ont essayé d'évaluer si la rachianesthésie réduisait les complications respiratoires comparé à une anesthésie générale pour ce type de chirurgie. La première est publiée en 2021 dans le Journal of Clinical Anesthesia. C'était 100 000 patients donc en rétrospectif, et l'anesthésie générale était montrée comme significativement plus à risque de complications respiratoires en post-opératoire. On montre également qu'il n'y a pas de différence significative sur les événements cardiovasculaires lorsque les patients ont l'un ou l'autre type de protocole d'anesthésie. Une seconde étude va dans le même sens, publiée dans Regional Anesthesia en 2013, une étude rétrospective avec 40 000 patients qui montre que l'arraché-anesthésie, ça réduit le risque de recours à une ventilation mécanique en post-opératoire immédiat, également le risque d'admission en soins intensifs de manière significative. On a donc l'impression que l'épargne morphinique induite par l'arraché-anesthésie permet de prévenir les complications post-opératoires. Une deuxième méthode pour faire de l'épargne morphinique en population générale, c'est l'analgésie multimodale. Est-ce que ça fonctionne pour les patients SAOS pour réduire les complications respiratoires? C'est ce qui a été montré également dans ce BJA de 2019. C'est une étude rétrospective, 180 000 malades sur 10 ans. On comparait un groupe contrôle qui avait une analgésie post-opératoire par opioïde seul, puis 3 grands autres groupes qui recevaient des co-analgésiques supplémentaires. Dans la première colonne, les patients reçoivent un opioïde et un analgésique en plus, puis 2, puis 3. On se rend compte que plus on prescrit d'analgésiques non opioïdes complémentaires, au moins le risque de complications ventilatoires post-op est important, et ce de manière significative. Les 3 grandes actions thérapeutiques de manière isolée qui permettaient de réduire ce risque post-opératoire, c'était la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'inhibiteurs du COX-2 et la réalisation d'anesthésie loco-régionale périphérique. Maintenant, pour les complications d'ordre cardiovasculaire, on sait que c'est en lien avec l'apnée obstructive. On a vu qu'il y avait un effet rebond de sommeil paradoxal en post-opératoire qui allait induire une majoration de l'index apnée-hypopnée. Est-il possible, avec nos protocoles d'anesthésie, de respecter l'architecture du sommeil pour réduire cet effet rebond post-opératoire ? Ça a été étudié une première fois dans cet essai contrôlé randomisé. Ça a évalué si des protocoles d'anesthésie générale avec des molécules de courte durée d'action permettaient de respecter l'architecture du sommeil par rapport à des molécules de longue durée d'action. On avait le groupe 1 qui recevait du fentanyl et du sévoflurane pour leur anesthésie halogénée, versus le groupe 2 qui recevait un morphine de courte durée, du rémifentanyl en péropératoire, et du desflurane qui est également de plus courte durée d'action que le sévoflurane. Les protocoles de curarisation et de maintien d'anesthésie halogénée étaient similaires entre les deux groupes. Il y avait 60 patients qui étaient répartis dans les deux groupes. Ils avaient le même index apnée-hypopnée en préopératoire et ils étaient similaires sur l'âge, le type de chirurgie et l'EMC.
on se rend compte qu'en post-opératoire à J1 et à J3, on a dans les deux groupes une dégradation de l'index apnée-hypopnée à J3 et une absence de différence significative entre les deux groupes. Donc, peu importe les molécules utilisées, ça n'a pas l'air d'influer sur cette architecture du sommeil. Maintenant, est-ce que la rachianesthésie permet de faire un respect de l'architecture du sommeil? C'est également ce qui est étudié dans cet essai contrôlé randomisé, publié en 2024. On évalue, en fait, c'était les deux groupes de l'étude précédente évalués en post-hoc versus un groupe de patients qui avaient une rachianesthésie avec de la bupivacaïne, plus ou moins avec des morphiniques en intratécal. Sur le graphique de droite, on se rend compte qu'il y a la même dégradation à J3 post-opératoire dans les deux groupes, avec donc un index apnée-hypopnée qui se majore. On n'a donc pas l'impression que les stratégies anesthésiques péropératoires peuvent respecter l'architecture du sommeil. Ça a été mis en évidence en 2014 dans cette étude qui évaluait les facteurs associés à une exacerbation des complications, à une exacerbation d'un index apnée-hypopnée post-opératoire. En analyse multivariée dans cette étude observationnelle prospective avec 380 malades, les principaux éléments induisant une atteinte, une majoration de l'index apnée-hypopnée post-op, c'était l'âge, le fait que la chirurgie soit majeure ou mineure, l'invasivité de la chirurgie, la consommation d'opioïdes dans les 72 heures post-opératoires, l'index apnée-hypopnée post-opératoire, et préopératoire, pardon. Et peu importe le protocole d'anesthésie en péropératoire, les patients avaient les mêmes complications. Donc on n'a pas l'air d'avoir des stratégies efficaces sur cette complication. On se rend également compte sur cette étude que les patients avec un syndrome d'apnée du sommeil modéré deviennent sévères avec un IH qui passe à 30, 31, et ça se majore de manière significative, et que les patients avec un SAOS sévère deviennent d'autant plus graves. On sait qu'en population générale, il est recommandé de traiter les patients avec la ventilation en pression positive nocturne chez les SAOS sévères. Est-il un intérêt d'appareiller donc en périopératoire les patients avec ce traitement? C'est la dernière logique que l'on peut avoir pour limiter l'apnée obstructive en post-opératoire. Ça serait donc de suppléer à cette majoration de l'index apnée-hypopnée. Cette étude, cet essai contrôlé randomisé publié dans la Cytologie, met en évidence que dans cette cohorte de environ 180 malades, les patients qui ont de la CPAP en périopératoire ont un index apnée-hypopnée significativement plus faible en post-opératoire par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est une étude de faisabilité, on n'a pas encore de data pour savoir si ça réduit effectivement les complications cardiovasculaires, mais le principal problème, la principale difficulté de cette thérapeutique en périopératoire, c'est sa compliance qui est faible, évaluée à environ 45% dans cette étude. Au total, avec cette présentation, on va revoir pour Monsieur X, on se rend compte qu'il a un stop bang qui est égal à 4. Si on reste sur la logique habituelle du stop bang supérieur ou égal à 5 pour poser un diagnostic polysomnographique, eh bien, logiquement, on n'irait pas rechercher spécifiquement de syndrome d'apnée du sommeil chez ce patient. Là, on a réalisé un diagnostic échographique en consultation d'anesthésie, on s'est rendu compte que le patient était finalement à haut risque d'apnée du sommeil, on a rajouté de la sensibilité sans perdre en spécificité. La polysonographie réalisée retrouve un index apnée-hypopnée qui est à 25. Le patient aura donc une rachianesthésie, une analgésie multimodale post-opératoire et de l'ALR périphérique au bloc opératoire. Et il bénéficiera d'une prescription de ventilation positive de courte durée en périopératoire. Pour conclure cette présentation, on a vu que le syndrome d'apnée du sommeil, c'était quelque chose de très prévalent et qu'il y avait une importance spécifique périopératoire pour le diagnostiquer, que l'insuffisance respiratoire aiguë, qui est une des principales complications, était en lien avec l'apnée centrale, et que la meilleure arme, le meilleur levier thérapeutique pour la prévenir, c'est l'épargne morphinique. Et enfin, pour les comorbidités cardiovasculaires, l'apnée obstructive est directement en lien avec celle-ci. Respecter l'architecture du sommeil semble complexe avec les molécules actuelles que l'on a au bloc opératoire. Par contre, on peut suppléer à la majoration de l'index apnée-hypopnée en utilisant la CPAP en périopératoire. Je vous remercie.